Vous êtes sur RTL. Le grand jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand jury en direct sur RTL et sur Paris Première. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association des maires de France dont le congrès s'ouvre mardi à Paris. Vous êtes également maire Les Républicains de Cannes, agressé, débordé par la bureaucratie, mal indemnisé. Les maires n'ont jamais été aussi nombreux à démissionner. Qu'est-ce qui peut changer pour que les élus préférés des Français restent à leur poste ? L'État ultra-centralisateur est-il responsable de cette situation ? David Lisnard, vous avez plein d'idées pour que ça s'améliore. Pourriez-vous porter d'ailleurs ces idées en 2027, être candidat à l'élection présidentielle ? Nous vous poserons la question. Bienvenue dans ce grand jury. Et pour vous interroger à mes côtés, Claire Conruit du Figaro. Bonjour. Et Pauline Buisson de la rédaction de M6. Le congrès des maires, je le disais, s'ouvre donc mardi avec pour thème cette année Communes de France attaquées, République menacée. Claire Conruit. Oui, et sans doute l'un des sujets qui sera abordé, c'est la montée de violence contre les élus. Selon vous, c'est une perte d'autorité. Comment vous expliquez cette hausse de violence ? Quelle est votre explication de ce phénomène de plus en plus grandissant ? Alors, c'est un phénomène effectivement grandissant. C'est objectivé aujourd'hui, on le sait. L'AMF avait tiré la sonnette d'alarme la première et a mis en place des dispositifs d'accompagnement des élus depuis 3 ans. Il y a 2 explications. Une explication qui tient à l'état de l'évolution de la société. C'est-à-dire que ça justifierait une émission elle toute seule, mais le délitement de l'autorité, le nihilisme, enfin sans employer des mots compliqués, la remise en cause de la décision, et c'est ce que subissent des enseignants, c'est ce que subissent des policiers, c'est ce que subissent des magistrats, c'est ce que subissent des élus, notamment les maires. Quand vous êtes maire, notre quotidien, c'est souvent de dire non, au nom de l'intérêt général, à des abus, à des comportements inciviques, à des jets de déchets. Donc vous vous exposez à une minorité, heureusement, d'individus qui parfois se comportent plus en attardés capricieux, adolescents, qu'en citoyens. Donc c'est l'autorité qui est visée, c'est ça que vous dites ? Oui, très souvent. Et puis la deuxième raison, c'est aussi une expression du délitement régalien, qui elle est beaucoup plus circonstancielle. Donc une perte d'autorité de l'État. Régalienne, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un sentiment d'impunité, eh bien, il y a un laisser-aller global. Donc ce sont des phénomènes à la fois structurants, qui sont sur plusieurs décennies, et qui renvoient à ce problème de décivilisation, pour reprendre le terme qui était revenu sur le devant de la scène il y a quelques semaines, qui est d'incivisme. Le premier bouquin que j'avais écrit avec Jean-Michel Arnaud, c'était « Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme », parce qu'on est confronté à cela. Puis deuxièmement, c'est les services de la justice qui sont saturés, une incapacité à réprimer qui est un des problèmes majeurs de notre pays. Face à cette violence, l'Association des maires de France propose aux élus des formations avec le GIGN et le RAID, ces 2 unités d'élite. Quel est le but de ces formations ? Oui, il y a déjà eu 25 000 élus municipaux qui ont été formés. On avait commencé avec la gendarmerie, avec le GIGN, et puis on le fait aussi pour la zone police avec le RAID. Alors c'est pas de l'autodéfense ou du full contact, c'est d'apprendre à gérer un stress face à une situation de crise, de violence physique immédiate, apprendre les techniques de négociation, de discussion, faire redescendre une pression, se protéger. Donc c'est aussi malheureusement un révélateur de la tension dans laquelle nous sommes. C'est la désescalade en fait. Oui, c'est la désescalade. Et nous avons mis en place ces formations depuis quelques années maintenant. Et il y aura d'ailleurs, y compris pendant le congrès, des maires de région parisienne qui seront formés. Pauline Buisson. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État protège suffisamment les élus ? J'ai le sentiment qu'en tant que citoyen, qu'il y a un problème de sécurité en France. C'est-à-dire que, vous savez, en tant qu'élus locaux, nous sommes des habitants. Et nous sommes des habitants parmi les habitants, mandatés par les habitants. Et on doit rendre des comptes aux habitants avant tout. Quand moi le matin j'amène mes gosses à l'école, quand je vais faire des courses, je prends mon carnet pour relever. D'ailleurs, c'est plutôt agréable, je veux dire, c'est le plus beau des mandats. C'est un mandat d'exécution, c'est plus souvent une communion. Mais on n'échappe pas au phénomène de violence. Donc il y a aujourd'hui, c'est pas un sentiment d'insécurité. Il y a eu depuis ces 6 dernières années une augmentation des coups et blessures sur personne, des agressions sur les personnes de plus de 51%.
Si on prend un indicateur qui ne peut être soumis à aucun biais cognitif, qui est celui des homicides, des meurtres, alors que ça diminuait historiquement depuis des siècles, depuis la fin du Moyen-Âge, on est à plus 16% depuis 6 ans. Donc malheureusement, il y a une violence croissante et face à cela, l'État a été inventé pour protéger. C'est sa mission première. Hein, c'est vraiment le régalien. Et il y a une défaillance régalienne que subissent beaucoup de Français. Est-ce que ça tient à la personnalité de ceux qui nous dirigent ? Ça a commencé avant. Hein, c'est un phénomène qui a commencé avant, mais il est vrai que depuis une douzaine d'années, indéniablement, les statistiques le démontrent, il y a cette tendance. Alors, j'aime pas faire des procès personnels, mais vous ne pouvez pas, si vous voulez, faire du en même temps sécuritaire, comme du en même temps migratoire, comme du en même temps diplomatique. C'est quoi le en même temps sécuritaire ? Le en même temps, ça consiste à parfois prendre des postures très très martiales, lorsqu'il y a une émotion collective sur une insécurité, et puis dans la réalité, à ne pas changer en profondeur les choses. Moi, écoutez, dans ma commune, vous vous souvenez peut-être de ce qui était plus qu'un fait divers, qui était révélateur de cette violence croissante, de cette dame âgée de 89 ans qui avait été agressée par 3 jeunes gens de 15 ans, 2 de 15 ans et de 16 ans, un qui lui met un violent coup par derrière, l'autre qui lui vole son sac, et le troisième qui filme en ricanant. Ils ont été interpellés grâce à d'ailleurs un travail important de la police municipale, puis de la police nationale. Le parquet a fait son boulot très bien, il y a des bonnes réquisitions. Mais les condamnations donc, sont des mineurs. Il ne faut pas les mettre en prison, il faut respecter l'état de droit, tout ça. Moi, j'en suis un fervent défenseur. Il faut qu'il y ait une graduation des peines. Sauf que là, cette femme aurait pu mourir, et c'est très grave. Et un des mineurs, on avait déjà eu des problèmes avec lui. Ils ont été condamnés à un enfermement dans un centre d'éducation fermé. Et puis vous découvrez qu'en fait, le gamin, il est dehors. C'est que le centre d'éducation fermé n'est pas fermé. Vous voyez, c'est comme les interdictions de séjour qui ne vous interdisent pas de séjourner. C'est comme les obligations de quitter le territoire français qui ne vous obligent pas à quitter le territoire français. Quand les mots perdent leur valeur et que les actes ne sont pas là, on ne demande pas... Et donc ça ouvre la voie à tout, si vous voulez. Ça ouvre la voie à l'énervement social, à la frustration, à l'incompréhension. Ça ouvre la voie malheureusement aux extrêmes. Donc ce qu'il faut, c'est être moins emphatique, moins exagéré dans les déclarations, beaucoup plus méthodique dans l'application, dans l'exécution des choses. On parle toujours de débats sur les lois en France, on parle beaucoup moins malheureusement de débats sur l'exécution des choses. Bien, dans une entreprise, moi je l'ai vécu, dans une mairie, je le vis, on est obligé d'exécuter des choses, de suivre l'exécution des choses. Pour revenir à la question de Pauline Buisson, parce que c'était celle-là, à propos de la protection des élus, est-ce qu'il faut durcir la législation pour que les élus soient mieux protégés ? Oui, alors quand ils sont agressés, dans l'exercice de leurs fonctions, parce qu'on ne demande pas un privilège dans le reste de notre vie. Hein. Mais oui, d'ailleurs, c'est prévu là-dessus. Je pense que nous serons entendus par le gouvernement. En tout cas, on a des accords de principe pour que, d'ailleurs, grâce au travail du Sénat, avec qui l'AMF travaille bien, il y a une proposition de loi aujourd'hui qui peut servir de véhicule juridique pour que l'agression d'un élu ou le dénigrement, parce qu'il faudrait aussi parler du réseau social, voir vos familles qui sont tout d'un coup dénigrées sur les réseaux sociaux. Je pèse mes mots, de vous voir insultés par des trolls anonymes, enfin tout ce qui est insupportable dans l'âme humaine d'ailleurs. Et donc, pour considérer les agressions sur les élus comme des agressions sur des dépositaires d'une autorité publique, et que dans l'exécution des peines, il y ait cette circonstance aggravante, comme lorsque vous agressez un pompier, un policier ou un gendarme. Donc ce serait jusqu'à 7 ans de prison ferme et 100 000 € d'amende, voilà. C'est ça ? Et ça vous semble suffisant ? Oui, vous savez ce que... Déjà, il faudrait que les peines soient appliquées. Si vous voulez, il faut effectivement, moi ça me semble suffisant pour parler clair, et ensuite c'est au juge d'évaluer la gravité des faits. Mais la difficulté, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que déjà si on appliquait le code pénal, déjà si les magistrats n'étaient pas sursaturés. Je vous donne un exemple. Dans le ressort de ma commune, qui est une commune compliquée, hein, Cannes, c'est une ville qui a un taux de pauvreté qui est bien supérieur à la moyenne nationale, qui accueille des gens du monde entier, il y a aussi de la richesse, c'est une ville très contrastée qui vit jour et nuit. Sur tout le ressort de ce grand parquet, donc qui est Cannes-Grasse-Antibes, plus de 500 000 habitants, il y avait 15 instructeurs du parquet l'année dernière. Il n'y en a plus que 13 cette année. Alors il y a eu des... Alors que les budgets de... Oui, alors il faut le dire, les budgets augmentent, il faut regarder par rapport à l'inflation ce qu'il y a en réalité, mais il y a un effort, et il faut le dire. Mais il y a une telle bureaucratie qui étouffe tout, que les fonctionnaires, mais c'est vrai dans tous les domaines, qui sont au contact des réalités, eux sont de moins en moins nombreux.
parce qu'il y a tellement de fonctions administrantes. Et donc là-dessus, on a besoin de retrouver des instructeurs. Ils ont chacun plus de 3300 procédures à examiner. C'est tout simplement, donc il y a un problème quantitatif qui est lié à la désorganisation de l'État. Tout ce qui concerne nos réalités locales, en fait, renvoie à la question cruciale qui est celle de l'efficacité de la dépense publique et de la performance publique. Dominique Faure, la ministre des collectivités territoriales, annonce dans le JDD ce matin la création d'un numéro vert de soutien psychologique pour les maires. Est-ce que pour vous c'est important ou c'est un gadget ? Alors, on travaille bien avec Dominique Faure qui j'espère, emportera certains de ses arbitrages et qui veut bien... enfin voilà, il y a un travail important. Vous pensez à quel arbitrage Des arbitrages sur... mais j'aurai la Première ministre tout à l'heure en ligne, sur les communes nouvelles. Enfin, c'est des choses un peu techniques pour le coup, mais qui sont importantes dans la réalité de nos communes. Ou sur les zones rurales, en fait, etc. Mais pour revenir à ça, bon, j'ai lu ça effectivement ce matin. Nous avons mis en place, j'ai lu aussi une déclaration sur France Victimes, l'AMF propose déjà une assistance à tous les élus municipaux qui peuvent être agressés. Il y a déjà un partenariat avec France Victimes. Et sans vouloir être ironique, et j'espère bêtement ironique, mais les numéros verts, il y a une propension de l'État très souvent à proposer des numéros verts quand il y a un problème. Voilà. Donc il faut parfois du soutien psychologique. C'est un gadget. Disons que je pense qu'il y aura d'autres mesures plus importantes à mettre en œuvre en la matière, notamment sur la protection fonctionnelle, automatique et financée. Parce que beaucoup de maires, notamment dans les petites communes, n'osent pas activer cette protection fonctionnelle pour que les auditeurs comprennent. C'est ce qui, lorsqu'on est salarié ou lorsqu'on est fonctionnaire et qu'on est agressé dans son job, c'est l'employeur, si vous voulez, qui prend en charge les frais de justice. Et beaucoup d'élus n'osent pas l'activer. Moi-même, je ne l'ai pas fait lorsque j'aurais pu le faire, parce que, comme on fait des économies par ailleurs. Donc il faudrait que ce soit automatique, que ce ne soit pas l'élu qui fasse une délibération au conseil municipal, comme on le fait. Enfin voilà. Donc, non, les numéros verts. Vous savez, comme élu, on a besoin d'être entendu. On a des maires qui sont parfois à bout de nerfs, comme beaucoup de Français. Mais on ne veut pas de câlinothérapie. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir bosser, qu'il y ait des actes, et que lorsque quelqu'un nous agresse, qu'il soit arrêté et sanctionné. C'est assez simple, en fait. Est-ce que c'est pas typiquement ce numéro vert l'illustration de ce en même temps face à la violence La réponse est un peu dans votre question. Vous confiez ce matin aux Parisiens, il y aura d'autres émeutes urbaines, et vous donnez 2 déclencheurs pour de futures émeutes urbaines. La lutte contre les trafics de drogue et le jour où les aides sociales baisseront, car d'après vous, elles devront baisser. Moi, ça m'amène 2 questions. Êtes-vous déjà favorable à la légalisation du cannabis pour casser les trafics ? Et puis, deuxième question, est-ce que vous parlez, vous, à propos des aides sociales, de cancer de l'assistanat, comme l'a fait à une époque Laurent Wauquiez ? Alors, je parle avec mes mots. Voilà. Donc, ce n'est pas les mots que j'ai utilisés que j'utiliserai. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on a un système social aujourd'hui qui, lorsqu'on se passe au niveau du pays macroéconomique, est de loin le plus coûteux du monde. C'est 33% de la richesse produite, un tiers. Et lorsqu'on se passe et donc ce qui pose un problème de compte public, et c'est une des raisons majeures du surendettement de la France, en réalité, et de cette bombe à retardement financier qu'on laisse à nos enfants, qui devrait beaucoup plus occuper les débats politiques. Il faudra réduire les dépenses sociales. Parce que, en tout cas, réduire. Il faudra qu'on produise plus que ce que l'on dépense. Le problème de la France fondamental, c'est que nous avons pris l'habitude, depuis quelques décennies maintenant, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays où il y a des systèmes sociaux très performants. Moi, je suis pour des systèmes sociaux performants, comme en Scandinavie, dans d'autres pays européens, ou d'autres pays du monde d'ailleurs maintenant. Il faudra qu'on produise plus que ce que l'on dépense. Parce que donc dépenser plus que ce que l'on produit... Réduire les prestations sociales, ou alors avoir plus de ressources. Je vais y revenir. Parce que ce qu'il faut, c'est retrouver une spirale vertueuse qui permet, par une prospérité dans la durée, d'avoir un système social qui soit soutenable, parce que ça se fera au détriment de tout le pays, y compris des plus pauvres. Et lorsqu'on en arrive au deuxième axe... le président de la République avec la baisse du chômage. Lorsqu'on en arrive au oui, bien sûr, mais il faut que notre chômage est toujours malheureusement au-dessus de la moyenne de nos partenaires et repart à la hausse, mais il y a eu une politique de l'offre au début du premier quinquennat qui a produit des effets et qu'il faut saluer sur la flat tax, sur les ordonnances travail, etc. Sur le deuxième aspect des politiques sociales, c'est celui on parle d'être humain, c'est celui qui concerne les individus. Et le système est tellement complexe aujourd'hui. Il y a plusieurs centaines d'aides sociales. Il est tellement opaque qu'il coûte extrêmement cher en bureaucratie
qu'il peut favoriser ceux qui sont des spécialistes de la recherche de l'aide sociale et qu'il se fait parfois, et très souvent, moi je le vois dans ma commune avec le centre communal d'action sociale où on aide des gens en vraie détresse qui ne sont pas au courant des dispositifs dont ils pourraient bénéficier. Donc là-dessus, nous sommes un certain nombre à proposer, ça avait été dans le programme de François Fillon en 2017, qu'il y ait une aide sociale unique, multicritère, mais qui permettrait d'éviter les doublons qui coûtent très cher et qui favorisent la fraude, mais qui permettrait aussi d'éviter les oublis qui font que, alors qu'on nous dit que le pays s'enrichit, ce qui n'est pas tout à fait vrai, en part relative en tout cas, que le chômage baisse et qu'on n'a jamais autant eu de SDF. Est-ce que vous dites que les gens sont trop aidés et que ça n'incite pas au retour au travail ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a... C'est plus, pardonnez-moi, mais je pense que c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que c'est un système qui pénalise tellement le travail que le différentiel entre la récompense du travail et l'aide sociale est beaucoup trop faible. Donc ce qu'il faut, c'est que le travail, l'effort, le mérite soit beaucoup mieux récompensé. C'est un vieux thème, mais cela ne pourra se faire que par une politique structurelle. Et aujourd'hui, on ne fait que de la cosmétique. Et sur ma question sur le trafic de drogue, sur le trafic, je me suis posé la question parce que moi je suis pour la liberté, en général en principe, et la liberté n'a pas à se justifier, seules les restrictions de liberté ont à se justifier, c'est ce qu'on appelle un état de droit, une démocratie. Et il est vrai que on voit bien que les arguments des légalistes sont pas idiots en disant cette prohibition ne fonctionne pas, ne fonctionnera pas. Sauf que quand on regarde dans la réalité aussi et la comparaison internationale, à chaque fois qu'il y a eu une légalisation ou une dépénalisation des drogues injustement dites douces, parce que aujourd'hui tout ce qui est dérivé du hashish, etc., détruisent quand même bien les neurones et rendent dépressifs et accentuent les problèmes psychiatriques que l'on rencontre dans tous nos hôpitaux d'ailleurs. C'est un autre sujet. On s'est rendu compte que c'était open bar pour les dealers sur les drogues dites dures. Donc moi, de façon très pragmatique, pour moi, c'est pas la solution. Et il va bien falloir s'attaquer au trafic de stupéfiants de façon... Alors, il y a un boulot qui est fait. Il y a des enquêteurs, il y a des policiers, des gendarmes, des magistrats qui s'y attaquent. Sauf que on s'y attaque là aussi de façon assez intense pour ceux qui le vivent, mais assez marginale. Quand même, vous connaissez le bassin de vie donc, où je vis. Il y a 2 enquêteurs. Les stupes, ce sont 2 agents en tout. Alors que des points de deal, il y en a partout. Donc c'est quand même extraordinaire de voir que on a, et le nombre d'enquêteurs d'ailleurs dans ma commune, quand j'ai été élu maire il y a 9 ans, il y avait 83 enquêteurs au commissariat central, et dont 2 pour les stupes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y en a 48. Ça, c'est des réalités. Alors qu'on a une croissance démographique et que ce n'est pas la zone la plus simple à tenir. Donc... là-dessus, il va bien falloir s'attaquer au trafic de stupéfiants à un moment donné, lié à la présence d'armes, parfois lié à des réseaux mafieux, y compris islamistes. Ça passera par... il faudra mettre au niveau nos prisons, puisqu'on a la surpopulation carcérale, mais un sous-taux d'incarcération. Donc on arrive à la fois à être indigne pour les prisonniers et à être inefficace. Et on adapte la doctrine pénale à la pénurie, comme souvent avec l'État. Il faudra s'attaquer au flux. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a 2 grands flux. Tout ce qui est donc hashish, etc., est produit qui vient du Maroc, et tout ce qui est cocaïne qui vient d'Amérique centrale et qui transite, demain nous en parlerons avec les élus d'outre-mer qui viennent en préfiguration du Congrès, et qui transitent souvent par les Antilles françaises et la Guyane. Pauline Buisson. Oui, l'une des préoccupations portées par l'Association des maires de France que vous présidez concerne les démissions des maires et des conseillers municipaux. Depuis les dernières élections municipales en 2020, 1400 maires ont démissionné. Quelle est la principale raison de ces démissions ? Alors c'est vrai qu'on a un rythme élevé. On est un record rythme maintenant. Sur la dernière décennie, si on prend 2014-2023, c'est le double de la décennie précédente. Et depuis 2020, c'est en moyenne 40 démissions de maires par mois. Et le phénomène est aussi vrai sur les conseillers municipaux et sur les adjoints maires. Alors il y a plusieurs raisons. Et que notre enquête avec le CIVIPOF, le Centre de recherche de Sciences Po, aide à les décortiquer. Il y a en fait la principale raison qui peut résumer plusieurs raisons pour pas être trop long, c'est la distorsion qu'il y a entre la demande sociale, la nécessité d'action, les projets de mandat sur lesquels nous sommes élus, donc la nécessité d'agir et la capacité d'action. Et vous en parlez notamment avec des élus qui sont là depuis parfois des décennies.
tous vous disent, et moi-même je le constate, que nous sommes là où il fallait avant quelques semaines pour mener un projet, il a fallu quelques mois, maintenant il faut quelques années. Il y a le pouvoir d'agir a été diminué parce qu'il y a une recentralisation, on le sait au plan financier. On en parlera certainement, une centralisation normative, parce qu'on est un pays de procédure. Je dis souvent qu'on est la République des CERFA, ce que l'on connaît dans le privé comme dans le public. Donc c'est la bureaucratie qui... Oui, c'est la bureaucratie, c'est tout ce qui entrave l'action. En fait, il faudrait, c'est difficile de l'exprimer en quelques mots ici, mais il faudrait comprendre qu'on passe de plus en plus notre temps dans la paperasse. C'est vrai dans les boîtes, moi je l'ai vécu dans le privé, mais c'est encore plus vrai dans une mairie. On passe notre temps dans des schémas directeurs, on passe notre temps... Mais ça, c'est dû à quoi? C'est le gouvernement qui veut à tout prix tout contrôler? C'est une tendance qui ne date pas de ce gouvernement. Il y a une recentralisation depuis au moins une vingtaine d'années. Ça tient à peut-être ce que d'aucuns appelleraient un État profond. Très technocratique, très conformiste, qui produit de la norme. Mais ça veut dire quoi? L'État profond, ça veut dire qu'à la fin, c'est l'administration qui, en fait, a le vrai pouvoir. Oui, alors c'est à cause des politiques qui ont démissionné au sommet de l'État, mais parfois c'est les mêmes, d'ailleurs. Il y a tellement de conformité intellectuelle, il y a tellement de conformisme. C'est le grand Raymond Aron, c'est vrai, la disparition des 40 ans de la disparition, disait « Je déteste autant le conformisme et le révolutionnarisme ». Le conformisme au sommet de l'État, il alimente les extrêmes et le révolutionnarisme, parce qu'il crée cette impuissance publique. La crise de la démocratie dans laquelle nous sommes, tout à l'heure on parle de ça. C'est les taux d'abstention records, c'est les violences sur les élus, c'est des sondages qui montrent que des 18-34 ans mettent sur le même plan, en tout cas 50%, une dictature et une démocratie. C'est impensable. C'est une crise civique majeure, mais c'est une crise qui est due avant tout à l'impuissance publique. Si vous pensez que ça ne sert à rien de voter, que ça ne sert à rien, que vous avez de moins en moins de pouvoir, il y a un délitement civique. Donc il faut retrouver de la capacité d'action. C'est quantifiable, hein. Le Code de l'environnement faisait 100 000 mots il y a 10 ans, en 2012, il fait 1 million de mots maintenant. Et attendez, tous les décrets d'application de la loi climat et résilience, qui est une bombe à fragmentation administrative. Le code de l'environnement, pour être clair, c'est ce qu'on vous oppose au moindre projet. Le code du commerce, plus 365%, vous regardez les Legifrance, en 20 ans. Le code général des collectivités territoriales. Pour rigoler, il y a 20 ans, j'étais adjoint au maire, je disais c'est notre petit livre rouge à nous. Maintenant, je dis c'est notre gros livre rouge à nous. Il a été multiplié par 3 en 20 ans. Donc, il y a une tendance qui part souvent de bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, qui veut qu'à chaque situation de vie, on veuille produire de la règle. Mais c'est vrai aussi de la faute des politiques, qui produisent sans arrêt des lois et des normes, des motions, etc. Vous croyez aux promesses de simplification? Cette semaine, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ont lancé les rencontres de la simplification. Alors, je suis à un âge où je essaie de ne jamais être blasé, mais je ne veux pas non plus être naïf. Donc il y aura peut-être des choses intéressantes qui en sortiront, mais si on voulait vraiment retrouver la performance publique, trancher ce nœud gordien, pour reprendre les termes du grand président Pompidou, celui du pays qui a le record du monde de la dépense publique, entre 56 et 58% de la richesse produite, le record du monde des prélèvements obligatoires. D'ailleurs, vous remarquez que plus on supprime les impôts locaux, plus les Français payent de fiscalité, même directe par la TVA. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Il va bien falloir qu'on s'attaque à ce léviathan administratif et bureaucratique qu'on vient d'évoquer. Mais c'est pas Bercy qui y arrivera. Pour plein de raisons. Déjà parce qu'ils ont été formés pour produire de la norme et de la règle. Et si vraiment, il faut en faire une cause nationale. Et cette cause nationale, ça peut être un étage de Matignon ou mieux un étage de l'Élysée. Et si vous voulez, la complexité, la complication d'ailleurs, parce que la complexité peut avoir du bien lorsqu'il y a une norme environnementale pertinente, pas stupide, lorsque on permet aux personnes porteuses d'un handicap de mieux pouvoir circuler dans la ville, ça c'est pertinent. Mais quand la complication, elle est exponentielle. Et si on veut vraiment s'y attaquer, c'est pas que Bercy. Les sources de complications aujourd'hui, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère du Travail, c'est le ministère de l'Écologie. Bref, justement, à propos d'écologie, pour le développement des énergies renouvelables, les élus doivent recenser les zones où ils veulent, où ils peuvent implanter des panneaux photovoltaïques, des éoliennes. Pour prendre un exemple, par exemple, vous, maire de Cannes, vous allez implanter des panneaux photovoltaïques, des éoliennes. C'est un travail que vous faites de ce recensement? Des éoliennes, non.
C'est assez compliqué en ville, on va dire. Ouais. Et puis on essaie d'avoir une belle ville. Voilà. Les panneaux solaires, on a déjà un plan de développement du solaire. Il faut transcender parfois les oppositions, les blocages des architectes des bâtiments de France. Il faut préserver notre patrimoine, hein, c'est parfois pour des bonnes raisons. Et je vais vous répondre, mais je pense que nous sommes assez vertueux. On a actuellement 5 réseaux de chaleur que nous mettons en place. On va avoir une agglomération qui va être quasiment couverte par des réseaux de chaleur, biomasse, mais quand vous entendez, non, mais il n'y a pas que le solaire et l'éolien. Ouais, d'accord, mais quand vous entendez parler de planification écologique, pour vous, pardonnez-moi de répondre. C'est-à-dire que si ça permet de simplifier les procédures. Déjà, à chaque fois qu'on a besoin d'avoir une priorité, on se rend compte qu'il faut faire une loi de simplification qui défait la loi précédente. L'État, à chaque fois qu'il est confronté à la difficulté de la commande publique et des procédures, s'en exonère. Regardez Notre-Dame de Paris. Il a fait une loi spécifique pour échapper à tout ce que nous, on vit tous les jours dans nos communes. Je ferme la parenthèse. Deuxième élément, c'est compliqué dans une commune de dire... Alors là, il y aura de l'accélération, et là, pas d'accélération, parce que les gens vont vous dire, mais attendez, c'est-à-dire que près de chez moi, on va mettre des trucs moches, ou qui créent des nuisances, ou des odeurs pour la méthanisation, et pourquoi pas chez le voisin. Et vous, monsieur le maire, vous êtes dans la zone d'accélération. Alors, si vous êtes dedans, c'est que vous voulez vous-même un avantage. Enfin, c'est assez compliqué dans la réalité quotidienne. Le deuxième élément, c'est que il y a une multitude d'initiatives aujourd'hui qui sont prises au plan local. Et ça renvoie à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Pour simplifier, il faut produire moins de normes inutiles et détruire des normes. Des pays y arrivent. L'Allemagne s'est lancée là-dedans et ça fonctionne plutôt pas mal. Deuxièmement, il faut manager l'État. Il y a un problème de management, si vous aurez le temps d'en parler. C'est très intéressant que ça devienne un objet politique. Le chef de l'État, il est là pour cheffer l'État. Troisièmement, il faut créer de la décentralisation de la subsidiarité. C'est-à-dire permettre, ce qui devrait être la règle, à chacun de pouvoir prendre des initiatives. Et ensuite, la puissance publique supérieure intervient pour assurer une sorte d'égalité et d'équité là où il y a des trous dans la raquette. Donc aujourd'hui, je mets au défi quiconque de me dire quelles seront la réalité des avantages de ces zones d'accélération pour les maires en termes d'instruction, mais on est en train de bosser dessus dans ma mairie. Le management, notamment d'Emmanuel Macron, on va l'évoquer dans la seconde partie du grand jury. On parlera notamment la petite musique, c'est pour ça que j'ai compris de ces envies de référendum qui sont tombées à l'eau. À tout de suite pour la seconde partie du grand jury. Le grand jury RTL, Le Figaro, Paris Première, M6. RTL, il est 12h30. Un point sur l'actualité avec Léonard Cassette. Bonjour Léonard. Bonjour Olivier, bonjour à tous. La fête du village a tourné au drame cette nuit à Crépol, dans le nord de la Drôme. Un adolescent de 16 ans est décédé lors d'une soirée privée qui réunissait 300 à 400 personnes. 16 autres jeunes ont été blessés ou sont en état de choc. Repoussés à l'entrée de la salle des fêtes, la dizaine d'agresseurs étaient venus d'un village voisin. L'armée israélienne annonce la mort de 3 de ses soldats à Gaza. Cela porte à 62 le nombre de soldats de Tsahal tués depuis le début de la guerre contre le Hamas. Au 44e jour du conflit, l'armée israélienne continue à étendre ses opérations dans de nouveaux quartiers de la bande de Gaza. C'est le cas autour de l'hôpital Al-Shifa, considéré par Israël comme un centre de commandement du Hamas, ce que dément le mouvement islamiste. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé affirmait que 291 patients, dont 32 bébés dans un état critique, étaient encore bloqués dans l'établissement de santé. Le directeur de l'hôpital a annoncé peu avant midi l'évacuation de 31 de ces prématurés. La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants devrait continuer à exister, assure la secrétaire d'État à l'enfance Charlotte Cobel. La Ciivise a rendu en fin de semaine son rapport final. 82 recommandations pour lutter contre l'inceste. Un crime de masse qui touche 160 000 enfants chaque année selon la commission. Le gouvernement doit annoncer demain un plan en 22 volets contre les violences faites aux enfants. Le temps, cet après-midi, et des averses près de la Manche et dans les Hauts-de-France. Du soleil, des Pyrénées aux Alpes, des Alpes à la Méditerranée. Il fera entre 13 et 23 degrés du nord au sud, avec par exemple 15 à Paris, 18 à Clermont ou encore 22 à Ajaccio. Les courses, elles, ont lieu à 15h15 et c'est à Vincennes. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 10, le 7, le 4, l'As, le 8, le 5, le 17 et le 18, le 10, le 7, le 4, l'As, le 8, le 5, le 17 et le 18. L'outsider de RTL, c'est l'As, hip-hop au fort.
Tout de suite, sur RTL, vous retrouvez Olivier Bost. Il reçoit David Lisnard dans le grand jury. RTL Le Figaro M6, diffusé sur Paris Première, canal 41 de la TNT. RTL. Suite du grand jury, présenté par Olivier Bost. David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, est notre invité, également maire Les Républicains de Cannes. David Lisnard, nous avons parlé de la démission des maires, démission record. Parmi les causes de ces démissions, est-ce aussi une question d'argent, Pauline Buisson? Oui, considérez-vous, David Lisnard, qu'il y a un problème avec l'indemnisation des élus? En clair, les élus locaux sont-ils suffisamment rémunérés ou indemnisés pour leurs fonctions? Ils ne sont pas assez indemnisés, en tout cas les élus communaux. Vous avez aujourd'hui la majorité des maires qui ont une indemnité de maire inférieure à 1080 € par mois. Donc on est en dessous du SMIC largement. Alors c'est souvent dans les communes, des petites communes, et les maires ont un job en parallèle, mais très souvent ils sont perdants financièrement. C'est une des raisons pour lesquelles il y a moins de candidats. Et deuxièmement, ce n'est pas une des raisons. Parce que d'abord, la situation n'est pas nouvelle. Alors, il y a une accélération des démissions. Et on fait, si on faisait ça pour l'argent, on ferait autre chose, quoi, pour parler clair. Donc, en revanche, moi, j'ai osé poser ce débat, mais qui n'est pas du tout prioritaire dans les préoccupations des élus, mais qui est une réalité aussi. Parce que la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et que quand vous êtes maire, vous bossez vraiment beaucoup. C'est H24, vous avez une responsabilité civile, ce qui est normal. Une responsabilité politique, c'est normal, mais aussi une responsabilité pénale. Et un maire qui dirige un exécutif, qui peut diriger parfois plusieurs centaines, milliers de salariés, ou alors qui fait tout lui-même tout le temps, devrait au moins avoir une indemnité de cadre moyen. Est-ce que vous pensez que dans le contexte actuel, avec une certaine forme de populisme, de rejet aussi, on en parlait, des élus, est-ce que cette cause peut être entendue ou Oui, être comprise? parce que les habitants, nous on les rencontre tous les jours. D'abord, beaucoup pensent que leur maire gagne beaucoup plus. Voilà. Et je crois qu'il y a une majorité de gens en France qui sont des gens bien, qui comprennent que si on veut que la démocratie soit vivante, il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir agir, et il faut pas qu'on ait que des maires retraités fortunés, quoi. Enfin, voilà, c'est aussi une question de santé de la démocratie. Donc c'est un paramètre parmi d'autres, mais je le répète, c'est secondaire dans les préoccupations. La priorité, c'est de pouvoir travailler et concrétiser ces projets de mandat. Ça, c'est vraiment une question de démocratie. Claire Convite. Oui, David Lisnard, entre Emmanuel Macron et l'Association des maires de France, certains relèvent au pire des tensions, au mieux un dialogue de sourds, avec le sentiment que ce qui est à l'œuvre, c'est une politique de recentralisation. Est-ce que la défiance envers le chef de l'État est irréversible? Il ne faut jamais dire que c'est irréversible. Mais c'est là. Il y a souvent eu des tensions entre chefs de l'État, quels qu'ils soient, et les associations d'élus. Et c'est logique d'ailleurs. C'est parce qu'il y a toujours cette friction qui peut être saine entre l'exécutif, etc. Et on est tous aussi très légitimistes et très partenaires de l'État. Je veux dire, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Il y a le problème, c'est que la défiance. Les présidents n'ont pas été sifflés au Congrès des maires. Non, oui, bon. Et Emmanuel Macron ne se rendra pas au congrès de l'AMF cette semaine. C'est sa décision. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même globalement une défiance, y compris d'ailleurs des maires qui sont très proches du pouvoir. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans nos instances dirigeantes, comité directeur, bureau, tout est pris à l'unanimité, toutes nos positions, toutes nos propositions. Et les maires proches de ce qu'on appelle la Macronie, entre guillemets, sont très bien représentés, avec des gens de grande qualité d'ailleurs. Et donc, la défiance, elle est précédée, si vous voulez, de l'inconstance. C'est l'inconstance qui crée la défiance. C'est-à-dire que inconstance dans les mots, inconstance dans les actes. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Depuis 2017, il y a eu 3 annonces de grands actes de décentralisation au moins. Après les Gilets jaunes, après le Covid et l'année dernière dans le discours de la Mayenne. Et puis parallèlement, 3 semaines après le discours de la Mayenne, qui reprenait d'ailleurs les termes de l'AMF, à la réception qui avait été donnée à l'Élysée, on entend le président qui dit décentralisation est le mot que l'on utilise en principe pour séduire les maires. Mais nous, on ne veut pas être séduits, on a passé l'âge. Et puis, si la décentralisation avait réglé un problème, ça se saurait. Donc, qui croire dans la parole d'Emmanuel Macron? Quelle est sa pensée? Et puis dans les actes, les premiers actes qui avaient été pris, c'est ce qu'on avait appelé les dispositifs de Cahors, qui étaient une atteinte grave
à la libre administration des collectivités, qui est un principe constitutionnel, quand même, article 72. Donc il y a eu la recentralisation financière. On nous met sous dépendance financière de l'État. C'est comme si on mettait le malade sous perfusion si vous mettez l'enfant sain sous perfusion du malade, quoi. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron est le président le plus centralisateur qu'on ait jamais eu ? Je ne peux pas dire cela, mais il y a un conformisme technocratique centralisateur très puissant au sommet de l'État depuis 6 ans, avec une sorte d'expertocratie. Vous voyez, pour sortir de la bureaucratie, il faut remplacer la bureaucratie par la démocratie. Il y a des collectivités mal gérées, évidemment. De même qu'il y a des PME mal gérées. Mais pensez-vous que parce qu'il y a des PME mal gérées, il faut mettre toutes les PME sous tutelle de l'État et sous perfusion financière de l'État? Donc c'est aux habitants de décider qui les dirige, la politique fiscale. Or aujourd'hui, c'est quand même cet exécutif, ce président, qui a concentré l'effort fiscal sur les seuls propriétaires. C'est pas nous qui l'avons demandé. C'est très injuste et ça nous met sous dépendance avec la suppression de la taxe de dotation de l'État, d'un État qui est surendetté. Donc c'est là que je dis qu'on est sous perfusion du malade. Et c'est aussi ce même président qui a confié une mission très particulière à Éric Woerth, député ex-LR sur la décentralisation. Est-ce que c'est un bon choix, selon vous ? Ça renvoie à notre président, le bon choix. Mais très de plaisanter, Éric Woerth, c'est quelqu'un de grande qualité. Qui a été ministre, qui est un parlementaire reconnu, qui connaît l'exercice local. Donc nous, je l'ai eu en ligne, l'AMF, comme toujours, refuse le fatalisme. Donc on va une fois de plus faire part de nos propositions, de nos lignes rouges, de nos attentes. Mais la mission même qui lui est confiée est finalement le constat d'échec de ce qui a précédé. Puisque dans le cahier des charges, il y a la reconnaissance de tout ce que l'on dit. C'est-à-dire les chevauchements de compétences, pas de clarté, un système qui manque d'efficacité. Donc vous y placez pas beaucoup d'espoir. Ce que je veux dire, c'est que déjà, il faudrait que l'État commence par s'organiser de ce dont il a la responsabilité. Je regardais le projet de loi de finances, il va y avoir encore 14 000, je crois, 12 000 ou 14 000 salariés de l'État en plus l'année prochaine, alors qu'on nous transfère de plus en plus de missions, mais sans nous en transférer les moyens. Les préfectures et les sous-préfectures, c'est le dernier rapport de la Cour des comptes, ont été vidées de 10 000 agents. Et pourtant, les effectifs de l'État ont augmenté. Quand vous lisez le livre de Jean-Pierre Jouyet, je trouve ça extraordinaire. C'est l'archétype il a été directeur du Trésor, ministre, secrétaire général de l'Élysée, énarque, etc. C'est l'archétype du très haut fonctionnaire bien formé. Et tout dans son livre donne raison à ce que, avec Nouvelle Énergie, mon parti, on dénonce depuis des années. Et c'est à la fois réconfortant parce que quand on le dit, on se fait traiter parfois de populiste. Et il explique les bien sûr, de l'État. Et les chevauchements sur le commerce extérieur, sur l'environnement. Vous avez 3 ou 4 administrations qui se contredisent entre elles dans les services de l'État. Et parallèlement à la décentralisation, il faut qu'il y ait une réorganisation de l'État local. Il faut revoir la déconcentration. Il faut acter l'échec de la régionalisation et de l'agentialisation des services de l'État, qui n'est pas au débit de ce pouvoir, qui était d'un pouvoir dont j'étais plus proche. Pardonnez-moi, j'ai pas entendu votre question. Ce que vous dites, c'est que les constats sont partagés, mais que rien ne se passe, c'est ça ? Les constats commencent à être partagés. On se fait moins traiter de démagogue ou de populiste quand on démontre ce que l'on vit dans la réalité. Mais il faudra beaucoup plus de diversité de pensée au sommet de l'État, beaucoup plus de courage, beaucoup plus de capacité, alors je vais être un peu espiègle, à être disruptif. Vous vous souvenez ce mot qu'on entendait en 2017, qu'on n'entend plus du tout aujourd'hui. Voilà. Emmanuel Macron se rendra la semaine prochaine. Alors, il choisit de se rendre au Salon des maires, mais pas au Congrès des maires. Est-ce que vous le comprenez, vous le regrettez ? Chaque année, c'est un peu un marronnier, pardonnez-moi. Alors, la relation avec le chef de l'État. Chaque année, la question se pose. Oui, mais c'est vrai. Mais écoutez, c'est le congrès des maires, c'est pas le congrès de l'Élysée. Donc, il va y avoir, on va avoir 40 débats. Maires à l'Élysée. 40 débats. Et il y aura 15 ministres qui seront partie prenante dans nos débats. Plus la Première ministre qui nous fait l'honneur de sa venue avec le gouvernement. Donc ça sera plus que jamais le lieu
de la rencontre. Je le disais à certains de vos confrères de la presse écrite, moi je pense que les présents ont raison. Voilà. Vous en déduirez ce que vous voulez sur les absents, parce que c'est la France réelle qui s'exprime là. Mais après, le président de la République n'est pas obligé de venir tous les ans, objectivement. C'était lui qui avait dit qu'il viendrait tous les ans. Cette année, il fait partie des absents. Apparemment, et on n'est pas sûr non plus qu'il vienne au salon, mais moi je lui en fais pas grief. C'était lui qui avait dit je viendrai tous les ans. Aucun de ses prédécesseurs n'est venu tous les ans au Congrès. Alors toujours à propos d'Emmanuel Macron, il a réuni vendredi les patrons de parti, enfin ceux qui ont bien voulu venir, et puis les présidents d'assemblée. Il en sort principalement qu'il n'y aura pas de référendum sur l'immigration. Est-ce que toutes ces rencontres-là, c'est un échec cuisant pour le président ? Essayez de ne pas être manichéen. C'est de la com. Et c'est une des raisons de la crise démocratique dans laquelle nous sommes et que nous évoquions tout à l'heure. C'est-à-dire que nous avons quand même l'impression que, alors c'est pas propre à ce président, mais ça s'est beaucoup accéléré, accentué, qu'on a des successions de séquences. D'ailleurs, le mot séquence est révélateur. Des séquences de com. Et que la communication, elle est intrinsèque à la politique. Hein, elle fait partie de la politique, parce qu'on a besoin de s'exprimer, de créer des élans, de rendre des comptes, de convaincre. Là, vous dites que c'est que de la com. Bah, écoutez, d'ailleurs, la preuve, dans votre question, vous avez commencé à dire il n'a pas été décidé de, voilà, ou il a été décidé de ne pas faire. Voilà. Donc vous dites qu'Éric Ciotti a eu raison de boycotter, de ne pas y aller. Sur cet argument, d'ailleurs. L'avenir le dira. Moi, je comprends qu'il n'ait pas eu envie d'être figurant, voilà, d'une séquence de communication supplémentaire. La presse s'est beaucoup fait l'écho cette semaine, d'ailleurs, des doutes du camp présidentiel sur Emmanuel Macron, son absence de cap, ses variations sur le plan diplomatique. Est-ce que vous ressentez un quinquennat hésitant ? Certains disent que c'est la malédiction du deuxième quinquennat, du second d'ailleurs en l'occurrence, mais moi je le ressentais sur le premier quinquennat déjà. Il y a eu quand même des changements. Si vous voulez, ce en même tentisme est nécessaire lorsqu'il est une subtilité qui permet de comprendre la complexité des choses et du monde. Et donc on a besoin de ne pas être manichéen dans l'appréhension des choses, mais dans la décision. La décision, c'est trancher par définition. Je citais Pompidou tout à l'heure. J'ai écouté récemment une réponse à un journaliste, spontanément, où il dit « Décider, c'est savoir retirer les mais, M-A-I-S ». Parce que toute la journée, on vous dit « Oui, mais si vous faites ça, mais il y aura ça, mais il y a ça ». Et à un moment donné, il faut trancher. Dans une entreprise, vous êtes obligé de trancher tel fournisseur ou tel fournisseur, tel salarié ou tel recrutement ou pas. C'est vrai dans une mairie aussi. Et sur le plan diplomatique, je citais le plan diplomatique, ouais. Est-ce que vous regrettez une forme de « en même temps » de la part du président sur la situation au Proche-Orient ? Oui, parce que en réalité, il y a un artifice qui consiste à parler de puissance d'équilibre. Et c'est comment dévoyer le gaullisme. Ouais. D'abord parce qu'on n'est plus puissance. Et ensuite parce que dans les situations de grande crise, je pense à la crise de Cuba ou à la crise de Berlin, Général de Gaulle, il tranchait. Il tranchait pour les démocraties. Or, aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas aller en Israël et faire un appel irréfléchi à une coalition, à la réactivation de la coalition anti-Daesh pour aller combattre le Hamas, en sachant que dans la coalition Daesh, il y a des financeurs du Hamas, donc c'était infaisable. Et puis la semaine d'après, c'est pas dire qu'en fait il faudrait une coalition humanitaire en reprenant des demandes qui sont en fait celles qui permettraient au Hamas de se reconstituer. Donc moi je l'ai toujours dit depuis le début et je le disais avant cette crise. Une des causes de la crise aujourd'hui au Proche-Orient est due à la politique d'Israël. À la colonisation de la Cisjordanie, au fait qu'il y a eu une ambiguïté volontaire pour que le Hamas soit l'ennemi infréquentable qui évitait d'aller sur une solution à deux États. Mais lorsque vous avez des pogroms, lorsque vous avez une organisation néo-nazie qui s'appelle le Hamas, qui met en cause non seulement la sécurité d'un État voisin, mais qui met en cause l'existence d'un peuple, vous ne pouvez pas demander à ce peuple qui est menacé dans son existence de ne pas essayer d'éradiquer, non pas le peuple palestinien, parce que là on entend dire n'importe quoi, mais cette organisation terroriste. Mais sans revenir au général de Gaulle, la position de la France qui défend une solution à deux États, ça vous la partagez ? Mais bien sûr. Ouais. Il faudra, lorsque les armes se seront tues, et vous savez, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, comme disait Clausewitz. Donc, il faut connaître les objectifs de guerre d'Israël.
et les objectifs connus, c'est d'éliminer un maximum de leaders du Hamas, ceux qui ne sont pas planqués au Qatar ou ailleurs, et de détruire l'arsenal militaire du Hamas, qui malheureusement, et les combattants du Hamas et leur arsenal sont au milieu des populations civiles. C'est le Hamas qui prend en otage les Palestiniens et qui est la principale cause des morts des Palestiniens. Donc, une fois que ces opérations militaires arriveront à leur objectif militaire, il faut absolument une grande initiative. Et les dernières déclarations d'ailleurs de Biden vont dans ce sens-là, pour que véritablement on réactive les accords d'Oslo, les accords d'Annapolis, qu'on voit ce que l'on peut garder des accords d'Abraham. Mais on ne peut pas rester sur ce statu quo. Et pour terminer là-dessus, c'est un enseignement. Au-delà du fait de dire que l'histoire est tragique, on dit ça avec beaucoup de gravité, oui, l'histoire est tragique, c'est sûr. Mais c'est que les conflits gelés ne restent pas gelés. C'est vrai dans le Donbass et en Ukraine. C'est vrai avec ce drame de l'Arménie. Et là, pour le coup, cette épuration ethnique sur le Haut-Karabakh, et ces chrétiens, 200 000 chrétiens qui ont été obligés de fuir parce qu'ils sont chrétiens, des terres qu'ils occupent depuis des centaines d'années. Mais ça sera vrai aussi un jour peut-être en Corée. Et puis, bien sûr, la question de la Chine. Donc, la géopolitique, l'histoire et la géographie prennent leur revanche aujourd'hui. On va revenir sur la politique nationale. Claire Conroy. Oui, David Lisnard, la loi immigration a été, vous le savez sans doute, largement durcie après son passage au Sénat. Il y a des mesures, en revanche, qui, au vu de la majorité à l'Assemblée nationale, ne risquent pas de passer, comme l'aide médicale, la suppression de l'aide médicale aux étrangers. Qu'est-ce qui, selon vous, est acceptable ou pas ? C'est la seule chose acceptable sur un dossier, un sujet qui malheureusement est devenu majeur. Hélas, l'immigration est devenue un sujet majeur. C'est comme ça. Parce qu'il y a eu l'année dernière quasiment 500 000 titres légaux de séjour, sans parler de l'immigration illégale. Et que l'immigration massive pose un problème politique massif à la société française. Problème de sécurité, problème de cohésion, problème de capacité d'intégration et d'assimilation des immigrés qui s'inscrivent dans un processus d'intégration et d'assimilation et qui sont victimes de cette quantité excessive qui ne permet pas d'intégrer et d'assimiler. La loi répond à ces enjeux-là. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est pas pour faire des circonvolutions. C'est parce que je crois que ce qui est acceptable, c'est ce qui est efficace. Et que le Sénat a fait un très beau travail. A fait un travail de mise en efficacité de la loi. Sauf que dans la réalité, on verra ce qui en sort à l'Assemblée. Si c'est détricoté... Parce qu'on aime bien parler des problèmes au sein de LR, etc. Enfin, aujourd'hui, le suspense, c'est au sein de la majorité relative présidentielle. Il faudra aussi des votes LR à l'Assemblée pour que ça soit adopté. Moi, ma position que j'ai dit et que je répète, c'est que rien ne serait pire ça sera la 30e loi depuis 80 sur l'immigration. Plus il y a de lois sur l'immigration, plus il y a d'immigrés légaux et illégaux en France. Donc il y a un problème majeur d'exécution des choses d'abord. Deuxièmement, la LR a fait des propositions pertinentes, pour le coup, avec cette évolution constitutionnelle qui permettrait de desserrer l'étau des jurisprudences, notamment qui résultent de l'article 3, article 8 de mémoire de la Cour européenne des droits de l'homme, de la déclaration de la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne permettent pas de maîtriser le peuplement. Dans les dispositions qui ont été prises par le... Mais bien sûr. Vous êtes dans le raisonnement Les Républicains, c'est-à-dire sans changement de la Constitution, sans changement de la Constitution, il n'y aura pas de politique migratoire efficace. Je suis dans un raisonnement de l'efficacité, du pragmatisme. C'est-à-dire que si il y a vraiment trois choses à faire si on veut vraiment maîtriser les flux migratoires. Pour vous, sans changement de la Constitution, il n'y aura pas de... Mais bien sûr, parce que même dans les dispositions qui ont été prises par le Sénat, je ne suis pas sûr qu'elles passent toutes aux fourches codines du Conseil constitutionnel sur la maîtrise du droit des sols. Donc c'est pour ça que le Sénat a travaillé en cohérence avec la dépôt de propositions de loi constitutionnelle. Quand on vous oppose que ces positions-là vous rapprochent des positions historiques du Rassemblement national, qu'est-ce que vous répondez ? Ça, c'est typiquement le sophisme, espèce d'excommunication qui n'a aucun sens. D'abord, je me rappelle que le ministre de l'Intérieur, dans un débat avec Marine Le Pen, disait qu'elle était trop molle. Donc voilà, je rappelle ça, donc les leçons de morale. Deuxièmement, dans les partis d'extrême droite, Rassemblement national et y compris chez Éric Zemmour, sans arrêt, ils disent qu'ils proposent que proposait le RPR il y a 30 ans. Donc il faudrait savoir, c'est eux qui sont rapprochés. Plus Éric Zemmour que le troisième élément, il faut dépolitiser. Il ne faut pas que ce soit politicien, la question de l'immigration. Moi, je vous assure qu'il y a une majorité de Français, y compris de gauche, qui comprennent que l'immigration massive pose des problèmes majeurs, y compris de sécurité, mais aussi d'humanité par rapport aux immigrés. Ça veut dire dépolitiser la question migratoire. Mais ça veut dire on doit aujourd'hui mettre en adéquation les capacités techniques de maîtriser l'immigration, puisque tout le monde dit, à part l'extrême gauche, tout le monde dit être d'accord pour réduire les flux. Si on veut réduire les flux migratoires, il faut être efficace. Et pour être efficace, il faut bien sûr une politique européenne de contrôle des frontières qui soit enfin efficace.
Et quand on voit les atteintes à Frontex, c'est inadmissible. 2, il faut que juridiquement, en droit, on puisse sécuriser le séjour illégal, les OQTF. 3, il faut aussi revoir l'organisation de l'État. Personne ne parle de ça. Je reviens à l'exécution. Mais on a un éclatement des directions de l'État qui suivent les problèmes migratoires. Il y a quand même des pays qui sont dans l'Union européenne qui arrivent à être plus efficaces que nous, malgré les contraintes juridiques. Mais parce qu'ils sont mieux organisés que nous. Ce projet de loi, avec des avancées peut-être minimes, les députés LR doivent-ils le voter ? Mais ils doivent rester sur la position initiale qui consiste à dire on le vote si il est applicable et si donc il y a une évolution constitutionnelle. Les dernières déclarations du président de la République, avec quelques changements. Il y a 3 semaines, on disait qu'il y aurait peut-être... le président laissait penser qu'il y aurait une évolution constitutionnelle. Puis maintenant, ce serait une énième loi inefficace qui est... et j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, ajouterait de la crise civique et démocratique, parce qu'on aurait entendu des semaines et des mois de débats avec des prises de position en disant « cette loi va nous permettre enfin de maîtriser l'immigration ». C'était le cas il y a 3 ans, sur la loi Collomb, ou 4 ans. On nous avait dit la même chose. Et puis à la fin... Dans nos quartiers, dans nos écoles, on verra dans nos rues, on verra avec des problèmes de logement qui va être une crise inouïe dans les prochains mois, on la voit déjà dans nos communes, et vous aurez des problèmes, autant d'immigrés, là, ça ne sera pas réglé. Gérald Darmanin. David Lisnard, juste on vient de parler de plein de choses. Quand vous entendez David Lisnard pourrait être candidat à la présidentielle en 2027, est-ce que ça vous flatte ? Est-ce que ça vous fait réfléchir ou est-ce que ça vous exaspère sur notre vie politique et médiatique ? Je me mets dedans. Alors, pas le premier. Les 2 suivants, oui. Ah, ça vous interroge ? Oui, bien sûr, mais c'est hypocrite de dire le contraire. C'est-à-dire que je ne serais pas à ce micro RTL aujourd'hui, je suis passionné de choses publiques, et j'ai l'impression, je parlais de Nouvelle Énergie tout à l'heure, vous avez dans le public ici, ouais, bien sûr, des parlementaires qui sont ici, je vois Sophie Primas et d'autres, des maires, Caroline Doucerin, des élus d'opposition, de majorité, bon... On réfléchit, on pose des principes forts, on a proposé un plan pour sauver nos retraites par la retraite, par capitalisation obligatoire collective entre les retraites, un filet de sécurité de solidarité générationnelle et les retraites libres, ce qui permettrait de rendre propriétaires de leurs retraites des travailleurs pauvres, notamment. J'ai jamais entendu un contre-argument. Ça fait des mois qu'on travaille sur le déclassement éducatif, qui est le problème le plus grave du pays, et on n'en sortira pas avec des demi-mesures. Donc vous pensez à la présidentielle. Donc c'est pas ça. C'est que, pourquoi je dis exaspéré, c'est que notre problème, notre régime est devenu, depuis le quinquennat, présidentialiste. Malheureusement, il n'y a pas une émission où les journalistes ne posent pas cette question-là. Moi, j'essaie je vous assure, de raisonner différemment. De dire, voilà, mais j'ai toujours fait comme ça, dans le privé, dans le public, qu'est-ce qui pourrait marcher ? Qu'est-ce qui peut être utile ? Qu'est-ce qui peut être efficace ? Donc on fait du corpus. Et ensuite, à un moment donné, il faudra le cristalliser, il faudra que ce soit incarné. Si demain, vous avez une femme ou un homme qui porte ses principes forts, qui porte ses propositions fortes, qui le fait avec sincérité, avec une capacité de gagner, moi, j'ai pas de problème pour... Éric Ciotti, Laurent Wauquiez, candidat naturel ? Mais j'ai déjà répondu, non. Les sondages démontrent qu'il n'y a pas de candidat naturel. On part de 4,8% à la présidentielle. Il n'y a pas un sondage où on est au-dessus de 6%. Donc déjà, il faut redevenir audible. Puis ensuite, il faut redevenir crédible. Et si on redevient audible et crédible, peut-être qu'on redeviendra éligible. Et ça ne passe que par de la confiance, par du travail, par de la méthode, par de l'abnégation. Et véritablement, il va falloir faire preuve d'imagination. Et nous, on y bosse. Et moi, je vous assure que c'est vrai. Dans la vie, on se sent bien quand on est utile. Voilà. Après, il ne faut pas être ridicule. Donc, je bosse. Vous citiez les sondages. Vous aimeriez être testé dans les sondages présidentiels ? Non. Si je le suis, ça voudra dire que j'ai franchi une étape et que je suis devenu un peu plus un homme politique national, mais je me lève pas tous les matins avec cette obsession. Tous les matins, je me lève en pensant à ma commune, en lisant les rapports de police. Vous ne prenez pas l'avion pour Paris en pensant à la présidentielle. Et ensuite, je pense à... Écoutez, il y a 2 motivations. 1, je voudrais que mes enfants, j'ai la chance d'avoir des formidables enfants, et j'espère que mes futurs petits-enfants puissent grandir dans une France indépendante, où ils puissent être en sécurité, et une France qui corresponde aux valeurs de la République française. Bon, on verra si c'est un programme que la France retrouve son rayonnement et sorte de ce déclassement. On a tout pour être un grand pays. On a les solutions par notre créativité aux défis numériques, aux défis écologiques. C'est ça qu'on va apporter, c'est une nouvelle espérance. On verra si tout ça fait un programme présidentiel. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.